Pour démarrer du coup cette édition, on avait produit l'année dernière dans un contexte plus complexe, Covid, une première étude qu'on a appelée le Sustainable Maturity Survey, qui a été l'occasion pour nous de travailler sur une grande enquête sur ces enjeux climat. Donc je vais passer un petit peu voilà. Et donc effectivement, on le voit, le rapport du GIEC que tout le monde suit effectivement continue à pousser voilà les informations sur les facteurs d'accélération de la transition. Et donc nous, on est là aussi derrière pour accompagner cette croissance durable. Pour vous rappeler effectivement sur le reste de l'année, on se retrouvera en juillet sur du coup le Sustainable Energy Forum pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont centrés aussi sur l'impact énergétique. Et puis on se retrouvera ici même le 13 septembre pour le Cities Summit, pour travailler vraiment sur la ville bas carbone, sur laquelle on travaille beaucoup. Et puis un événement que notre communauté nous réclame, donc on est très heureux d'organiser, qui est une conférence dédiée à la finance à impact, qui aura lieu du coup en octobre, le 18 octobre. Et puis on se retrouvera en fin d'année pour du coup Impact Paris Forum, qui sera à la fois un débrief de la COP et qui sera aussi un grand symposium comme les années précédentes, sur les EDD et sur leur implémentation. Et puis 2023, bien sûr, la 3e édition du Mobility Forum. Voilà, j'appelle sans plus tarder maintenant Romina Boarini de l'OCDE et Fabrice Bonifay du C3D, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Bonjour Romina. Bonjour Fabrice. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous. Alors on va démarrer déjà par un petit point d'actualité pour chacun de vous. Romina, on voit une vraie accélération. C'est vrai que le Covid a dû freiner un peu la capacité à engager sur beaucoup de sujets. Et puis en termes d'organisation, ça devait pas être hyper évident. Mais là, c'est reparti de plus belle. Quels sont tes grands sujets? Et rappelle-nous pour démarrer ton rôle au sein de l'OCDE. Oui, donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Et donc, évidemment, l'OCDE est très engagé sur tous les sujets qui font l'objet de la discussion aujourd'hui. En particulier, donc, je représente un centre de l'OCDE qui s'appelle le centre WISE, donc qui s'occupe de bien-être, inclusion et évidemment sustainability. Et donc, les sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est les ODD, donc forcément l'agenda 2030 qui va être un peu le focus aussi principal de l'enquête que vous avez fait. On a publié un rapport il y a 2 semaines à l'occasion donc du Conseil des ministres de l'OCDE, dans lequel donc les pays de l'OCDE se sont retrouvés à Paris pour discuter, faire l'état en fait du progrès que les pays de l'OCDE ont fait sur l'agenda 2030. Donc en effet, ça s'accélère l'urgence. Dans un certain sens, ça s'accélère aussi l'action, mais les rapports que nous avons publiés nous montrent aussi que moins qu'un tiers de cibles qui font partie de l'agenda 2030, vous savez, il y en a 179, oui. Donc moins d'un tiers ont été remplis, ont des grandes chances d'être remplis. Donc ça veut dire qu'en fait, dans tous les pays de l'OCDE, il y a un grand retard. Et donc, les 2 grandes urgences qu'on a mis en évidence, c'est évidemment l'urgence climatique et l'urgence sociale. Donc, pour les climatiques, je vais vous donner juste une statistique. Avec plaisir. Seulement 2% des villes qui se trouvent dans les pays de l'OCDE, 2% ont rempli la cible, une des cibles de l'objectif numéro 13, et notamment la cible qui fait référence donc aux émissions des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, c'est probablement l'objectif, le cible emblématique pour la planète, 2% des villes. Donc ça veut dire qu'on a un parcours à faire qui est énorme. En ce qui concerne l'urgence sociale, donc les pays de l'OCDE ont fait des progrès assez consécutifs en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté extrême. Et si vous prenez des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle, donc en fait des indicateurs un peu plus pertinents pour les pays de l'OCDE, qui sont quand même des pays riches, puisqu'il y a eu de fortes augmentations d'inégalités dans tous les pays de l'OCDE, eh bien, vous avez qu'une personne sur 8, aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, est encore pauvre d'un point de vue relatif. Donc, on a essentiellement 8 années avant d'atteindre 2030 et beaucoup de choses à faire. Alors, évidemment, les enjeux ont
on va dire, se décline différemment selon les pays de l'OCDE. La France, en fait, est plutôt bien passée, mais voilà, la France non plus a pas beaucoup tout fait. beaucoup de chemin. Absolument. Merci beaucoup, Romina. Fabrice, si tu veux nous partager tes actualités C3D et Bouygues en même temps. On va parler du C3D aujourd'hui. Donc au C3D, on a plusieurs chantiers on air en ce moment. Alors déjà, un partenariat avec l'association Entreprises et Médias sur un guide en préparation pour aider les entreprises à arrêter de faire du greenwashing. Donc dans les messages marketing et la publicité. Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'associations maintenant qui scrutent les communications corporate des boîtes, mais aussi leur publicité. Hein. Et c'est quand même assez délétère pour l'image de ces entreprises, hein, parce que voilà, il y a de plus en plus d'acteurs qui savent décrypter la mauvaise foi et des choses qui sont tout juste pas vraies, quoi. Donc on veut vers ce guide parce que c'est important pour maintenir la réputation et la crédibilité aussi des démarches des entreprises du C3D. Hein, 226 entreprises membres du C3D à date aujourd'hui. Alors on travaille aussi on vient de commencer un partenariat avec l'IFA, hein, l'Institut français des administrateurs, pour que les administrateurs des entreprises posent les bonnes questions en conseil d'administration, du genre, bah oui, comment vous allez concilier l'augmentation infinie de votre chiffre d'affaires avec la décarbonation infinie de votre système de production. Bon, et puis d'autres questions de cette nature, avec des éléments pour apprécier les réponses des dirigeants, pour s'assurer, en fait, encore une fois, de la crédibilité des démarches, compte tenu qu'aujourd'hui, il y a quand même peu d'entreprises qui arrivent à tenir leur trajectoire de décarbonation compatible avec l'accord de Paris. Un autre chantier qu'on a terminé là et on a publié un livrable là, récemment sur les achats responsables, parce qu'on sait que l'empreinte carbone des entreprises, globalement, c'est 70% leur supply chain, entre 70 et 80%. Donc on ne peut pas prétendre faire une décarbonation sincère si on n'embarque pas avec nous les partenaires de nos entreprises. Donc on a établi un guide pour ça, comment les accompagner, les aider, les informer, et puis comment monitorer aussi les progrès qu'ils vont faire, et dont on va bénéficier ensuite dans le cadre de la publication de nos empreintes respectives. Et donc on a publié ce livrable qui est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger sur le site du C3D, et on va continuer de travailler bien sûr sur cette thématique dans le futur, car on est loin d'être arrivé, mais il y a quand même quelques bonnes pratiques déjà qui existent et dont il faut pouvoir s'inspirer. Et puis le dernier chantier, qui est un chantier de long terme, mais sur lequel on va continuer de mettre de l'énergie, c'est le chantier de la comptabilité multicapitale, parce que de toute façon, si on continue de compter la valeur comme on la compte aujourd'hui, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, c'est-à-dire pas grand-chose en matière d'alignement par rapport aux limites planétaires, parce qu'il s'agit bien de ça. Il ne pourra pas y avoir de business durable si, tôt ou tard, on ne consent pas à s'aligner, et s'aligner, ça veut dire mettre en place non pas du technosolutionnisme comme j'entends souvent, mais surtout énormément de sobriété et mettre en place une approche de générer le besoin du non-besoin, hein, pour si on veut arriver à décarboner sérieusement, il va falloir qu'on ralentisse et qu'on ralentisse plein de choses. Mais il faut que ce ralentissement soit désirable. Et il s'applique surtout à nous, hein, nous les nantis, de ceux qui ont profité de tout sans compter pas grand-chose. Et donc pour ça, il va falloir que l'on apprenne à compter la valeur différemment et qu'on intègre donc dans nos systèmes de comptabilité la maintenabilité du capital naturel, qui est la condition numéro 1 de la survie du monde des affaires de demain. Merci beaucoup Fabrice pour ce propos d'introduction. Donc l'idée maintenant, c'est de parcourir ensemble un peu les résultats. On aura l'occasion de les commenter. Donc d'abord, je voulais remercier évidemment le C3D, Entreprises et Progrès, le ministère qui nous a suivis sur ce projet depuis 2 ans, l'ORS, et je salue l'arrivée d'Hélène Valade, et puis les équipes de l'Institut qu'on évoquait tout à l'heure. Alors évidemment, on s'est basé sur l'approche du Hub Institut, sur cette matrice qu'on a développée de la transition durable autour des 7 grands chantiers, hein, que vous pourrez télécharger en ligne. C'est aussi le boulot d'un think tank comme le nôtre, hein, de proposer, de simplifier, d'expliquer. Et donc cette matrice un peu 4x4 fonctionne plutôt bien en entreprise, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis voilà, donc ça c'était l'année dernière, alors on était un peu plus jeune, on était accompagné de la secrétaire d'État. Il y a un remaniement en cours, donc là évidemment c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Et c'était un peu les grands enseignements l'année dernière.
Donc à la fin, vous aurez un QR code, vous pourrez télécharger les enseignements de l'année dernière. Concentrons-nous sur cette année. Cette année, donc tous les grands groupes qui ont répondu, donc sur le niveau 1, qui est direction management RH, on voit qu'il y a une progression, on est passé de 71 à 72, mais en gros, ça veut dire qu'il y avait déjà une bonne maturité au niveau des directions, avec une bonne compréhension des enjeux durables. Par contre, alors peut-être que c'est le retour à l'activité et la fin de la visio, mais il n'y a pas eu de grandes nouvelles vagues de formation du top management, parce qu'ils avaient été assez fortement formés l'année précédente. Donc il n'y a pas de phénomène de rattrapage. Ça, c'est le premier enseignement. Sur le deuxième étage du coup de la matrice, donc sur la partie sourcing et achat de production, et ben là on voit qu'il y a une énorme progression effectivement sur la politique d'achat et d'ODD. Donc pour le coup, on voit que la culture, la connaissance et l'ambition, elle descend maintenant directement dans les fonctions métiers. Et sur la fonction achat, on voit ce boom effectivement là-dessus. Et aussi sur l'amélioration de la traçabilité. Voilà. Donc on va avoir après la partie effectivement production énergie avec l'intégration là aussi Green IT. Alors là, c'est fulgurant, puisque c'est vrai qu'ils ont d'abord bossé sur d'autres chantiers, et puis la partie Green IT s'est développée, et puis aussi l'éco-conception. On aura tout à l'heure dans la matinée différents témoignages sur l'éco-conception. Je pense effectivement à L'Oréal. Après, il y a plein de sujets aussi évoqués par Pernod Ricard, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont maintenant vraiment dans cette démarche et dans cette logique de travailler sur cette partie-là. La partie numéro 4, c'est sur la logistique, effectivement, et le transport, avec deux volets. La mobilité des personnes et des talents en entreprise, et puis évidemment la logistique des produits. Et donc là aussi, un effort assez important qui a observé, une intégration de l'enjeu du dernier kilomètre. Donc là, on a d'ailleurs un certain nombre de partenaires qui sont là ce matin, avec qui vous pouvez échanger. Et il y en aura beaucoup aussi le 13 septembre au City Summit. Un enjeu de transport moyen et long, et puis une tendance à l'optimisation et au tracking. Je vous invite tout à l'heure à suivre l'intervention de CGA-CGM qui interviendra là-dessus. Et puis, on a, numéro 5, la partie effectivement communication et marketing. Alors là, c'est important, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, cette capacité à vraiment éviter greenwashing, et puis travailler en étroite collaboration, et puis de traquer vraiment l'impact. La partie numéro 6, donc c'est ce qui a peut-être pas énormément bougé, et en fait, c'est la nouvelle relation avec les consommateurs. Donc c'est vrai que c'est assez complexe d'identifier et de travailler sur de nouveaux modèles d'affaires. Nous, dans les interactions qu'on a, tout le monde nous dit on bosse dessus, mais c'est complexe, ça demande énormément de travail en interne et d'alignement. Et c'est vrai qu'avec le contexte international, c'est pas évident de sortir ces projets qui, on le sait, sont beaucoup travaillés en interne. Voilà. Alors sur la partie numéro 7, effectivement, la partie mesure et label, alors là, en fait, ça continue à se développer, mais on va dire que le gros des labellisations et les Bicorp et autres a été fait. Là, maintenant, ce qui compte, c'est effectivement l'implémentation, quelque part, de la norme européenne et une vision complètement intégrée autour d'un standard reconnu à la fois par Bercy, entre guillemets, et puis du coup, évidemment, par les partenaires B2B et les consommateurs B2C. C'est ce qu'on a parfois aussi dans les interviews qu'on peut faire. On a des retours quand même de direction RSE qui disent, voilà, on a fait Bicorp, on a bossé comme des oufs, on est content parce que ça nous a positionnés, mais nos consommateurs finaux, ils connaissent pas, et voilà. Donc c'est aussi important, et ça n'existe pas encore vraiment, d'avoir cet impact dans toutes les dimensions. Donc c'est ça un peu les enseignements, et 8, c'est les parties prenantes. Là aussi, c'est complexe, donc il y en a qui ont été mis en place, mais ça ne s'est pas autant développé qu'on le pensait dans cette année. Mais là encore, il y avait un contexte international qui n'était pas évident. Donc la conclusion un petit peu, ici on le verra, c'est qu'on a un indice global qui passe de 55 à 58. Donc c'est pas le boom qu'on attendait, parce qu'on bosse tous quand même sur ces sujets, mais bon, c'est quand même une évolution. On a bien compris que c'était freiné par le contexte, donc il y a encore beaucoup, voilà. Et ici vous avez notre quadrant. Donc vous voyez du coup les cercles en gris de l'année dernière.
et vous voyez du coup les cercles cette année. Donc il y a quand même une avancée, une élévation vers à la fois la capacité à implémenter les enjeux et une capacité à partager les enjeux. On a toujours ce ventre mou qui est encore plus gros que l'année dernière, à 68%. On a les avancées à 18% et on a de nouveaux qui intègrent et qui sont un peu en retard. Ça nous donne un indice un peu global là-dessus. Et donc, je vous invite vraiment, n'hésitez pas à scanner avec votre téléphone le QR code pour pouvoir du coup nous connecter et pouvoir échanger. Voilà, donc je voulais maintenant partager avec vous un peu à chaud votre ressenti par rapport, voilà, en quelques minutes, les rapports de cette deuxième édition et vous remercie pour votre confiance pour cet accompagnement. Alors, tu viens de partager beaucoup de résultats, donc ça va être difficile d'en faire une synthèse. Je pense qu'évidemment, d'abord, il faut saluer l'exercice et le fait surtout que c'est répété dans le temps, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut apprendre en fait des évolutions. Le résultat final qui nous montre que le score, toute chose prise en compte, a augmenté, je pense que c'est effectivement positif. Et comme tu disais, les contextes internationaux, ça a été fait quand cette enquête avant les conflits on l'a fait. Oui, on l'a fait chaque année à cette période-là, puisque c'est la période de publication du coup des chiffres d'affaires et des AG, ce qui nous permet du coup en relation avec toutes les directions RSE avec qui on interagit, d'avoir des chiffres frais qui sont les chiffres de l'année. Donc, voilà. Ok, mais effectivement, je pense que les contextes, comme on le sait, étaient très chargés. Déjà, il était évidemment très chargé parce que la pandémie et tous les séquelles, etc., c'était complètement en cours dans plein de pays, surtout pour les multinationales qui sont dans des marchés émergents. Donc, il y avait déjà cet élément-là. Évidemment, ensuite, la crise géopolitique qui est au niveau de la planète. On travaille beaucoup avec les entreprises, on travaille avec 2 coalitions, Business for Inclusive Growth et une autre coalition aux États-Unis. Évidemment, les problématiques numéro 1 ont été comment on va prendre en compte la crise. Donc, c'est un peu normal ce qu'on voit. C'est intéressant aussi de voir, tu disais tout au début, que l'année dernière, il y avait une sorte de prise de conscience, peut-être justement, c'était plutôt les top management qui allaient comprendre les enjeux, etc. Et on commence à voir que ça descend. Je pense que c'est vraiment très intéressant et encourageant. Parce que finalement, ça devient concret. On sait que ça doit commencer par le haut, qu'il faut vraiment du leadership, il faut vraiment des valeurs, il faut vraiment de la promotion à haut niveau pour que ça puisse être efficace, mais on sait aussi que finalement, c'est des solutions très pratiques. Donc moi, je trouve que quand on commence à voir qu'effectivement, que ce soit au niveau du Green IT, au niveau de l'éco-conception, donc que essentiellement les différents processus, les différentes branches d'entreprise s'emparent de cette question-là, ça commence à pénétrer. Et c'est d'ailleurs ce qui a été montré. Alors, juste une petite parenthèse, les ODD, ce que vous faites, c'est vachement intéressant parce que un des problèmes des ODD, c'est qu'effectivement, c'est très difficile. Donc, les gens ne comprennent pas, les gouvernements non plus d'ailleurs. Et les entreprises, effectivement, se sont lancées sur les ODD de façon assez enthousiaste, parfois même plus enthousiaste que le gouvernement. Donc, je trouve ça, c'est vraiment encourageant. Maintenant, justement, un des freins, c'est comment traduire ça de façon très concrète. Donc, arriver avec une matrice un petit peu pratique, ça les aide. Je trouve que c'est vraiment un outil qui peut les aider à aller plus loin. Moi, ce qui m'interpelle, si je dois dire, un résultat qui m'interpelle, c'est tout ce qui est effectivement rapport par rapport aux consommateurs. Pourquoi les entreprises n'arrivent pas à voir finalement d'aller marcher les consommateurs, d'aller marcher, etc., des signaux très forts. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte effectivement que la consommation devienne plus responsable, que ça puisse être donné à ces niveaux-là. Au-delà, évidemment, il y a toute la société civile, etc., les campagnes des activistes. Ces groupes-là sont très engagés, militants, mais je pense que c'est quelque chose de plus fondamental. Là aussi, peut-être que la pandémie a été quand même un élément de distraction pour les personnes. C'est ce qu'on se dit. On le voit bien aujourd'hui. La demande répare, mais effectivement, pas forcément avec des notions. Analyse et mots de la fin. Comme le temps est écoulé, donc je vais être bref. Donc la bonne nouvelle, c'est que on sent que la prise de conscience continue. Plus le monde va mal et plus la prise de conscience continue. C'est formidable. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir la mesure des progrès. Et en fait, là, on est très, très, très loin du compte. Donc, on a planté toutes les graines, mais on n'a rien récolté. Donc, là, ce qu'il va falloir, c'est faire pousser les graines rapidement, les doper un peu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, si on en croit les scientifiques.
Et puis s'attaquer vraiment aussi au nerf de la guerre, parce que bon, le Green IT, les achats responsables, tout ça, ce sont des fondamentaux qu'il faut mettre en place, mais le vrai sujet, c'est la conversion des modèles d'affaires linéaires vers des modèles d'affaires qui seront basés beaucoup plus sur l'usage pour utiliser moins de matières premières, utiliser moins d'énergie pour la fabrication des biens et des services. Oui. Et accepter aussi dans nos pays, parce que je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même 10% des habitants de cette planète qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est à nous de faire en priorité les efforts de décarbonation. Moi, je ne suis pas très optimiste sur le court terme, compte tenu que la crise actuelle est un bon prétexte pour beaucoup du retour au back to basic. Donc back to basic, c'est le monde prédateur, écocide. Et alors qu'on devrait, au contraire, profiter de ces crises pour accepter de se remettre en question et enfin s'attaquer au modèle d'affaires. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les premiers mois, en tout cas en France, du gouvernement Macron 2. Mais en tout cas, nous, au C3D, on a bien conscience que nos entreprises sont vulnérables si demain les matières premières deviennent de plus en plus rares et si l'accès à l'énergie l'est aussi, et ça sera le cas. Donc il va falloir qu'on apprenne à produire avec moins de matières premières et moins d'énergie, tout en maintenant une rémunération correcte pour nos actionnaires et continuer de payer les salaires. Donc ça va nécessiter des renoncements, des virages sur l'aile de nos modèles et un énorme courage de leadership qui, aujourd'hui, n'existe pas. Merci beaucoup, Romina et Fabrice. Bonne continuation et belle journée. Merci pour votre soutien.